Putain, Alors aujourd'hui, ce soir, je vais rencontrer un homme que j'adore, un homme qui se définit un homme heureux. J'aimerais que vous accueilliez donc Rafi. Salut Rafi, comment tu vas? salut May, ça va? Ouais, j'adore en fait quand inviter des gens sur le plateau. C'est des gens qui m'inspirent, tu vois, qui ont le smile, qui ont l'enthousiasme, qui ont ce peps, qui donnent envie en fin de compte d'être heureux comme toi. Et ce soir, donc, dans les héros du quotidien, on va découvrir un homme qui n'est pas seulement un businessman, c'est aussi un artiste. C'est plus que ça. C'est une boule d'amour, c'est une boule de bonne humeur. J'adore. Et je suis super heureuse que tu sois ce soir avec nous. Alors pour la première question pour nos auditeurs qui veulent savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Rafi? Merci May, merci encore voilà, de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir, un honneur, comme je l'ai dit la semaine dernière quand je l'ai appris. Qu'est-ce que je fais? Alors, je m'appelle Rafi Mohamed. Je fais ce qu'on appelle du conseil, de la formation et du coaching spécialisé sur la performance commerciale. Voilà. La plupart du temps, les gens m'appellent en me disant j'ai un problème de closing et je suis là, j'interviens en tant qu'entraîneur au closing. Oh, moi, je sais. Tu es un super entraîneur en tout cas. Et C'est gentil. tu donnes envie de te suivre. En fait, c'est une personne qui est vraiment enfin, gentille dans le bon sens du terme, dans toutes les valeurs, la beauté d'âme en fin de compte. C'est ce que j'aime beaucoup chez toi. Et puis, tu as toujours ce smile et cette envie de vouloir aider, tu vois. Et Merci beaucoup. tu m'as raconté une fois une histoire qui m'a passionnée. C'était justement à Malte. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton épisode avant, peut-être, je ne sais pas si c'est avant la vente, pendant la vente, en même temps que la vente, je ne sais pas, ta période d'artiste, si tu veux bien en parler. Je trouve ça Ah, passionnant. bien sûr. Ah, artiste ou agent, je Ah, sais pas. Moi, je te laisse faire, je te laisse faire. comme toi, on a tous eu différentes vies et on continue à avoir différentes vies. Alors, il faut savoir que dès que les gens me rencontrent, voilà, je suis très transparent. Je leur dis, voilà, je suis avant tout quelqu'un qui a vraiment une âme d'artiste. Je me définis comme un artiste depuis l'âge de 5, 6 ans, je pense. Je chante, j'ai toujours chanté. Je dessinais beaucoup, mais Ah, j'ai toujours chanté. Voilà, j'ai toujours chanté. Au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire et composer à l'adolescence. J'ai eu un groupe de musique à partir de l'âge de 15 ans au lycée. Et voilà, donc, et mon rêve de gosse était de devenir un détecteur de talents et d'avoir un label de musique et de dénicher des talents et de croire en eux, d'investir sur eux. En gros, pour résumer, pour ceux qui connaissent, mon vrai rêve de gosse depuis l'âge de à peu près 8, 9 ans, c'était de devenir le Berry Gordy français. Et Berry Gordy, c'est le fondateur du label Motown à Détroit, aux États-Unis, le label de Stevie Wonder, le label de Jackson 5, le label de Diana Ross, de Lionel Richie, des Commodores, des Four Tops, de Marvin Gaye, etc. Donc, je voulais devenir le Berry Gordy français. et est-ce que tu l'es devenu à ton échelle? Enfin, Euh, qu'est-ce qui est devenu cette belle période? Entre les années 2002 et 2005, je considère que j'ai mis ma pierre à l'édifice. Waouh. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour les jeunes et moins jeunes qui nous regardent, qui ont envie justement de réaliser ce rêve de plusieurs vies? Déjà, à commencer par poser une pierre à l'édifice, comme tu dis. Voilà, quel conseil tu pourrais leur donner pour commencer? Hum, Quand j'avais 15 ans, mon père me disait tout le temps, quand il me voyait regarder la télé, il me voyait regarder Michael Jackson et les autres, il me disait arrête de regarder la télé, arrête de rêver, va faire tes devoirs. Bon. Et je me souviens que c'est pas parce que je faisais mes devoirs que je ne rêvais pas. Donc, la première chose, j'ai toujours rêvé de faire quelque chose dans la musique. Toujours. Dès que j'ai commencé à travailler à 21 ans, en temps plein, on va dire, et j'ai commencé à gagner ma vie, quasiment la majorité de mon argent est allé dans le projet entrepreneurial de créer un label de musique. Déjà Donc, très tôt, et donc. Déjà très oui, tôt, tu avais l'ouverture d'esprit d'investir déjà. C'était dans tes gènes, euh, tu as la découverte comme ça, au hasard de lecture, ou c'était comme ça, c'était ça ancré dans tes gènes. non,
Je connaissais ni le mot entrepreneur, ni la logique de création d'entreprise. Ma seule obsession, c'était écrire, composer, jouer sur scène, faire frissonner les gens, faire Yes. pleurer les gens, faire rigoler les gens, faire en sorte que les gens soient ensemble, ressentent les choses que moi je ressentais. C'était plutôt ça mon obsession. Il n'y avait D'accord. pas de logique, ni business, ni argent, tout ça. Je m'en fichais royalement puisque très rapidement, entre 22 et 23 ans, je crois que j'ai dû dépenser 200 000 francs, donc 30 000 euros à 22 ans, Et- quasiment à fond perdu. Et la plupart des gens me disaient, mais qu'est-ce qui prouve que tu vas récupérer cet argent? Et je leur répondais à mes copains. Je leur dis, mais rien ne me prouve que je vais récupérer et c'est pas le but. Donc, en fin de compte, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu es resté quand même fidèle à tes valeurs. Tu le faisais pour le plaisir, pour les vibrations, ce que ça te procurait, sans penser en fait particulièrement au succès en fin de compte. Non. Alors, pour être honnête, si on voulait réussir à avoir du succès, que les Ouais. gens nous aiment, qu'on monte sur scène, qu'on ait un CD, qu'on passe à la radio. Notre rêve, c'était de passer à la radio, à la Hmm. télé. Si, le succès, on le voulait. D'accord. Donc il y a quelque chose de mesurable quand même dans ce rêve. En fin de compte, c'est pas quelque chose de perché juste pour rêver. C'est quelque chose qui te tenait à cœur et tu avais envie quand même de concrétiser. Il y avait quelque chose de mesurable là-dedans. D'accord. Ouais, il n'y avait aucune logique financière et monétaire ou liée à l'argent, mais alors, il y avait une sacrée logique de soif de reconnaissance et d'être aimé de tout le monde. Ça, c'est clair. Et pour toi, est-ce que tu ressens cette période comme un succès, une réussite, comme un bel amour que les gens ont eu pour toi, pour ce que tu as fait? Alors, oui, parce que j'ai eu ce que je voulais. C'est-à-dire que très rapidement, j'ai été commercial donc dès les années 99, j'ai commencé comme commercial, donc il y a un peu plus de 20 ans. Et j'ai commencé à très bien gagner ma vie, parce que ça s'est très bien passé pour moi dans le monde de la vente. Et donc, j'ai fait deux choses dès l'année qui a suivi, donc en 2000-2001. J'ai acheté un appartement, donc j'avais 22 ans, et le reste de l'argent, je l'ai investi dans des artistes en qui je croyais énormément, qui étaient mes copains, mes amis. Voilà. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que bah, eux, ils étaient de plus en plus visibles, et donc les gens les aimaient, comme moi je les aimais. Et eux, bah, ils m'aimaient. Moi, j'étais de l'homme de l'ombre. Mais très rapidement, ils ont compris que moi, j'étais un très bon commercial. Et donc, j'allais devenir leur commercial, leur agent. Donc, je suis devenu agent artistique, producteur, manager Yes! euh, dans les années voilà, 2001, 2002, 2003, 2004 et jusqu'à 2005. Voilà. Donc, c'est quand même assez atypique pour tous ceux qui sont artistes d'avoir la fibre commerciale. Souvent, tu sais, on caricature souvent en France, l'artiste ne sait pas vendre ses œuvres, ne sait pas se vendre. Qu'est-ce qui a fait quoi, que toi, dans ta vie, dans l'épisode de ta vie, tu t'es dit, waouh, mais j'ai quand même cette fibre commerciale, enfin, ce don, enfin, moi j'appelle ça vraiment un don. Et comment tu as ressenti ce talent et tu t'es dit, mais tiens, je vais pouvoir aider les gens avec ça. À force qu'on me le répète, j'ai fini par le croire. Tu le voyais pas toi-même au départ, c'est ça? Non, ah non. Moi, on a commencé à me dire que je ferais un bon commercial. Voilà, quand j'étais réceptionniste standardiste. En gros, pour résumer, moi, entre 96, j'ai eu mon bac. En 96, je commence à faire de la restauration rapide. Donc, de 96 à 99, je fais de la restauration rapide. 3 années. Et déjà, dans le monde de la restauration, je gagnais les concours de vente. Quand, quand les partenaires Coca-Cola ou les partenaires Ice-T faisaient leur concours de vente au niveau national, je gagnais le voyage pour aller une semaine à Disney, je gagnais le voyage pour aller une semaine au Futuroscope quand j'avais 18-19 ans. Waouh. Et donc, ma manager et le patron disaient, mais tu as vraiment une fibre de commerçant en toi où les gens, tu leur dis de manger un brownie, ils veulent manger un brownie, tu veux vendre un Coca-Cola, ils vendent un Coca, ils veulent manger un sandwich au fromage, finalement, tu n'en as plus en stock et tu leur proposes de manger un truc au roast beef et finalement, ils vont prendre ton sandwich au roast beef, mais tu as une manière de proposer les choses aux gens qui fait que les gens, ils te disent oui. Je dis, ben, ok, merci. C'est difficile de te dire Voilà. non quand même. Mais oui, parce que Je tu as connais. l'art et la manière, quoi, si tu veux. J'adore la façon dont tu approches les gens. Tu le fais tellement avec le cœur que franchement, ça fait du bien en fait de voir justement une personne Ouais, avec le cœur, avec l'âme, au lieu tu sais, de forcer. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est toi, Rafi, en fait, l'homme au sourire, que je vais t'appeler comme ça.
Quelle a été ta plus grande victoire dont tu es super fière en tant que vendeur? Enfin, je peux t'appeler vendeur, je sais pas comment tu Si, dis. si, si. Non, alors, oui, pour que ce soit bien clair, moi, je me présente en tant que Rafi. Je dis toujours, voilà, je suis un commercial, euh, ultra fier d'être commercial, mais je suis méga fier. C'est un métier qui m'a rendu heureux, qui me rend heureux, qui a changé ma vie, qui a changé la vie de mes parents, de mon frère. Ça a changé la vie voilà, de ma femme, de mes filles. Donc, c'est De tes clients aussi. de mes clients, évidemment. Je Mm. reçois de la reconnaissance et des remerciements tous les jours de ma vie. Donc, c'est un métier pour moi méga noble. Et Ah. j'essaye de faire comprendre ça aux gens. Donc, le plus beau souvenir de vendeur, pour moi, Ta plus belle victoire dont tu étais fière et que tu as construite quand même, hein, qui n'est pas arrivée comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter? il y en a eu plusieurs, mais une dont je suis profondément fier, euh, c'est d'avoir réussi à, à finaliser une vente qui me tenait à cœur depuis plus de 3 ans. Au moment où j'ai réussi, ça faisait 3 ans que j'essayais de faire ça. Et c'était quand j'ai réussi à commercialiser un concert privé clé en main d'une énorme célébrité française pour une marque. Voilà. Waouh. Bon, je te Et demanderai voilà. pas qui, mais en tout cas, bravo. Moi, j'ai Voilà. pas Il fait partie. Et su- bon, il fait partie aujourd'hui du jury de Voice. Ah, d'accord. Alors, déjà, c'est un garçon. Alors, on va laisser deviner. Ah, c'est peut-être. En tout Et cas, c'était bravo. voilà, Franchement, c'était une très grande fierté. chapeau. Et tu vois, les personnes là, tu vois, qui se disent, ah, mais attends, un artiste qui sait vendre, peut-être que moi, je suis un artiste aussi, je suis pas trop vendeur. Quelle astuce, tu vois, tu pourrais leur dire, tiens, si tu veux être un bon vendeur aujourd'hui, quels sont les ingrédients? Allez, on va dire trois, quatre ingrédients, on va dire indispensables, indissociables pour justement faire une belle vente. Premier ingrédient, aimer profondément les gens. Parce qu'il faut les aimer pour les comprendre. Donc d'abord, il faut vraiment aimer les gens pour après avoir la soif de réussir à comprendre ben, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, quels sont leurs enjeux. Voilà, il faut comprendre. Voilà, je pense que c'est d'abord il faut aimer, après il faut chercher profondément à comprendre. Et troisièmement, ta question c'est lié forcément à l'artiste ou c'est en vente en général? C'est ce que toi, Rafi, comment tu fais? C'est pas le vendeur lambda, hein, c'est toi, Rafi, en fait. Hmm, ouais. Alors, je montre rapidement à quel point je suis authentique. En gros, dès que les gens me rencontrent, que ce soit téléphoniquement ou en visio ou physiquement dans une salle d'attente, par exemple, quand je les accueillais, tout de suite, je leur montre qui je suis vraiment, sans aucune pudeur, sans aucun tabou, sans aucun filtre. Donc ça, c'est l'authenticité, je pense, c'est le mot-clé. Cette authenticité, ils voient bien que j'aime les gens comme ils sont. Après, ils voient à quel point je suis patient dans ma capacité à chercher à comprendre. Je pose 1 milliard de questions. Voilà. Hmm. Comprendre patiemment. Et troisièmement, j'ai la patience de savoir que tôt ou tard, on va résoudre leurs problèmes. Ouais. Je sais que tôt ou tard, on va y arriver. Et donc, peu importe la problématique de la personne, je l'accompagne. Et je pense que c'est le mot accompagnement, le troisième mot-clé. Je l'accompagne, que ça prenne 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, 2 ans. Je vais accompagner la personne jusqu'à un résultat. Ouais. Bravo. Je pense que c'est ça le truc. Donc la patience aussi, la patience, la persévérance, la compréhension, le cœur, l'humanité, en fin de compte, on en revient toujours au même Mm. esprit, hein. Et Ouais. l'authenticité, ouais, l'assertivité, authenticité, qu'est-ce que tu fais comme différence entre les deux, toi, dans la vente? Alors, l'assertivité, c'est un mot qui revient de beaucoup depuis ces dernières années et je Qu'est-ce fais qu'on énormément d'entraînement à l'assertivité. Ah, Énormément. ok. Autant pour les commerciaux que les managers commerciaux, on fait beaucoup d'entraînement dans mes entraînements, dans mes formations. Seule l'authenticité, seul se connaître et assumer et être fier de qui on est, être dans l'affirmation de soi, permet d'être en lâcher prise. Et ce lâcher prise permet d'être assertif. Alors que si je commence à parler comme ça, à me contenir et à réfléchir avant de parler, bah, mon assertivité, elle chute. Ma Yes, spontanéité chute. c'est sûr. Donc souvent dans les entraînements, je filme toutes les personnes que je coach.
je leur montre tellement l'assertivité, je leur montre visuellement leur niveau d'assertivité, faciale, comportementale. Et très souvent, ils ne se rendent pas compte. Donc, très souvent, après, je leur pose une question qui est c'est quoi ta passion? Quelle est la personne que tu aimes le plus au monde? Et là, ils se mettent à parler, j'enregistre, je filme et je leur remontre. Je dis quelle est la différence? Et je leur ai dit maintenant, je veux que tu parles de ce sujet-là, mais de cette manière-là. Et 99% des gens depuis 20 ans me disent c'est impossible. Il y a des gens, ils me parlent de leur chat avec tellement d'assertivité, de spontanéité, de passion, et dès qu'ils parlent de leurs produits ou de leurs services, ils perdent tout. Ah Et je ouais. leur dis, bah, je veux que tu me parles de Tu ta reconnais. voiture comme tu parles de ton chat. Ouais, ok. Et comme ça, Trop on bien. fait le lien. On fait la transposition et on entraîne, on entraîne, on entraîne. Ok. Et bizarrement, dès qu'ils y arrivent, ils se sentent libérés, épanouis, bien dans leur basket. Ils repartent au boulot. Et bizarrement, les scores commencent à exploser. C'est bizarre. Donc en fait, pour être un héros de la vente, hein, il faut apprendre à se connecter d'abord à soi et parler, en fin de compte, pas de son produit, mais de quelque chose qui nous est cher, en fin de compte, qui c'est quelque chose qui nous colle à la peau. Ouais. Alors tu vois, ici, on casse un peu les codes. Donc après, tu joues le jeu ou pas. Justement, par rapport au monde de la vente, du business, etc., est-ce qu'il y a des tabous sur lesquels tu aimerais dire je suis pas d'accord par rapport à ce qui est déjà dit est-ce qu'il y a vraiment il y a un sujet qui te tient à cœur sur lequel tu n'es pas vraiment d'accord, que tu aimerais, enfin d'accord, enfin tu es peut-être un peu qui a un avis un petit peu assez tranché, assez polarisant, Mm. justement pour dire, voilà mon avis, tu peux penser autrement. Voilà, il y a un autre chemin Bien qui sûr. s'ouvre à toi. J'avoue que j'ai pas beaucoup l'occasion d'en parler à part dans mon cercle Mais professionnel et voilà, en même temps, personnel. ça va être officiel. On t'écoute. Moi, je suis tout. En 2008, j'ai commencé à, sans faire exprès, hein, j'ai commencé à prononcer ce genre de phrase. En 2008, il y a eu la crise financière, économique, Ok. sociale. À partir de 2008, mes commerciaux, là où je travaillais, là où j'accompagnais nos forces de vente, hein, commençaient à me dire, Rafi, là, je performe pas en ce moment, j'atteins pas mes objectifs parce que c'est la crise. Donc, à partir de octobre-novembre 2008 et puis surtout l'année 2009, la plupart des équipes disaient, c'est parce que c'est la crise que j'atteins pas Hmm. euh, mes objectifs. Donc, au début, forcément, j'étais dans l'écoute, je cherchais à comprendre ce qu'ils voulaient me dire. À partir de 2009, mi-2009, mars, avril 2009, j'ai commencé à dire ça à tout le monde. Je lui dis, vous savez, pourquoi toi, tu aurais une crise alors que dans le bureau d'à côté, pourquoi toi, Patrick, tu as une crise alors que Jennifer, à côté, elle n'a pas de crise dans son bureau? On vend le même produit, le même service, dans la même ville, face au même public. Pourquoi une partie de l'équipe, un tiers de l'équipe n'a pas de crise et pourquoi deux tiers de l'équipe auraient une crise? Et c'est cette réflexion qui m'a amené à une certitude depuis les années 2009, c'est en France, il n'y a jamais eu de crise. Il n'y a que des mauvais commerciaux. Allez, hop, check. Ça, c'est fait. Un petit pavé dans la barre. Maintenant, et j'ai construit cette certitude au fond de moi, année après année, mois après mois. C'est-à-dire que les gens me disent tout le temps, ouais, il y a la crise, la France est en crise, il y a du chômage, crise sociale. Je dis non, 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 puisque vous cherchez tous de la croissance, soi-disant. La croissance, elle vient de quoi? Elle vient de plus d'échanges, plus de troc. Plus Ouais. on va troquer, plus on va échanger. On va créer des flux de je te propose ça en échange d'une somme d'argent. Plus on crée soi-disant de la croissance, qui crée de l'emploi, qui crée après du confort ou de la sécurité et de l'épanouissement et de la réalisation de soi, soi-disant d'après le schéma qu'on nous propose. Hein. Ça soit bien Ouais. d'accord. Hein. Ouais, bien sûr. Donc je dis, mais ça veut dire que si tous les commerciaux étaient bons, il y aurait plus de flux, plus de transactions, donc plus de services qui viennent résoudre un problème. Et en échange de ce service ou de ce produit qui vient résoudre un problème, les gens paieraient ce service. Et donc tout le monde sera en croissance. Je dis, bah, attends, c'est intéressant. Et à partir de 2009-2010, j'ai vraiment commencé à consolider, puisqu'à force d'aller dans d'autres entreprises pour coacher, former, entraîner les forces de vente et les managers commerciaux, bah, je me suis rendu compte qu'en 3 à 6 mois, on peut fonctionner performance commerciale. Et je me suis dit, bah, finalement, si cette boîte-là fait 35% de croissance, si cette boîte-là fait 10% de croissance, si cette boîte-là fait 15% de croissance, mais il n'y a plus de problème de chômage au bout de 2-3 ans, si on fait ça pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de crise. C'est juste qu'on n'a pas une culture commerciale, on n'a pas de culture commerçante.
Et la plupart des gens se sentent honteux de faire le métier de la vente. Ils tuent la solution dans l'œuf. Ils disent: un commercial, j'ai pas envie. Un commercial, c'est un métier de voleur. Un commercial, c'est un métier de manipulateur. Je fais: ah bon? Ah, intéressant. Donc, le médecin, quand il t'accueille et qu'il te demande 23 euros, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il te résout un problème et il te demande 23 euros et tu es content de les donner, non? Mais c'est bien de casser un peu les codes comme ça, de casser les schémas caricaturaux, les conformismes sociaux. Et les gens ont besoin d'entendre quand même ce genre de discours. Parce que s'ils se complaisent justement à entendre, souvent, c'est vrai que ouais, les gens ont honte de faire du commerce, de la vente, parce que en fin de compte, s'ils aiment les gens, comme tu dis, s'ils apprennent à aimer les gens comme toi, en fait, tu vends même plus. Comment dire? Tu pourrais remplacer ce mot par quoi, du coup? Si tu ne vends plus? Ou tu vends Quand par les gens ils amour? viennent. Ou je sais pas. Alors, moi, je le dis comme ça. Dès que les gens arrivent dans un entraînement, dans une formation avec moi, je leur dis: voilà, bonjour, je m'appelle Rafi. Je vais vous donner 3 règles de base. Et la première règle que je donne, c'est: il est interdit de vendre. Il est interdit de chercher à vendre. C'est Ouais. les gens qui doivent acheter. Ah, la nuance, la beauté. Et ça n'a rien à voir. Et très souvent, dans toutes les boîtes dans lesquelles je vais, les gens ils me disent: mais c'est pareil. Je leur dis: attends, voilà, là, pour qu'on se comprenne tous et qu'on se mette tous d'accord avant de démarrer, que vous compreniez à qui vous avez affaire, il est interdit de draguer. Par contre, tout le monde doit être séduit. Ah, c'est beau. C'est ça justement la subtilité, tu vois, qui enlève cette Voilà. caricature sociale un petit peu lourde. Ok, d'accord. Donc pas de drague, Et hein. Pas de drague, pas de vente. interdit de draguer, le but c'est que tout le monde soit séduit. Il est Voilà, interdit de vendre, par contre, tout le monde doit acheter. d'accord. Ouais. Et la question, c'est toujours pareil. Qui dans cette pièce, qui entre toi et moi, May, s'est déjà fait draguer, okay, draguer, hein, et a fini par acheter la personne qui l'a dragué? Ouais, plus tu t'avances, de toute façon, plus on fuit, quoi. Ça, c'est la méthode un petit peu, tu sais, comme on est aujourd'hui mitraillé, que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux partout, c'est vrai que ceux qui ont le plus de subtilité et plus vraiment enfin, d'authenticité, comme tu disais, on s'y rapproche beaucoup plus, en effet. Et Voilà. voilà. Et donc, ma philosophie depuis voilà, plus de 15 ans où j'entraîne les autres commerciaux, je leur apprends à ne plus vendre d'abord et je leur apprends à donner envie d'acheter. Et Hmm. cette capacité à donner envie d'acheter fait qu'ils déjà ils sont bien dans leur basket, ils sont sereins dans leur tête le matin quand ils viennent, ce qui fait que bizarrement ça marche, les gens achètent. Et Ah, comme ça ils achètent, c'est bah, ils sont bien. performants. Et puis après, ça se met en route. Et après, bah, ça crée en plus de la croissance pour leur entreprise. Ben, si ça continue, on le fait au niveau global, ça fait de la croissance pour notre ville, pour notre région, pour notre pays. Et si on fait de la croissance saine, bah, ça fait de l'emploi et donc ça fait de la croissance sociale. Et Wow. donc, on peut Puis tu résoudre aides beaucoup les de gens aussi, problèmes. au final. Tu es heureux, toi, de voir les gens avec des résultats et progresser comme ça. Mais oui, mais Wow. j'aurais aimé qu'on m'explique ça, moi, voilà, au collège, au lycée. J'aurais aimé voilà, Mais qu'on me maintenant, c'est présente toi ça qui comme ça. l'expliques aux autres. Voilà. Mm, C'est le mieux mm, placé. mm. Alors moi, j'ai une question pour toi. Pour continuer justement dans la lignée des héros, quelle est pour toi la définition, la plus belle définition d'un héros du quotidien? Quelqu'un qui sauve au moins une vie par jour. Sauver, c'est-à-dire? Quelqu'un qui soulage un autre être humain ou un autre être vivant C'est génial. chaque matin où il se lève, avec la volonté. Ça, je crois que c'était Sœur Emmanuel, je crois. C'était une vidéo qui est sur YouTube, hein. Et Ah je oui. propose à tout le monde de regarder. Ça m'avait marqué. Euh, ça m'a beaucoup apporté parce que cette vidéo, c'était une micro-interview de Sœur Emmanuel. Et elle dit: oui, les gens viennent toujours me voir pour me demander de participer à de lutter contre ceci ou lutter contre ceci, contre cela. Et je leur dis: si vous me demandez de venir soutenir quelque chose et d'être pour quelque chose, je viendrai. Si vous me demandez de venir lutter contre quelque chose à travers votre association, je ne viendrai pas. Et l'interview continue et elle dit: les gens me disent toujours, mais comment vous faites pour être toujours aussi rayonnante, aussi heureuse, malgré tout votre parcours difficile? Et les gens me demandent le secret du bonheur. Et elle dit: bah, le seul moyen que vous soyez heureux, c'est si jamais vous vous levez le matin avec la volonté sincère de vous dire: qui je peux aider
est-ce que je peux au moins aider une personne dans ma vie en m'endormir ce soir? Et vous le faites de votre vie. Tu peux répéter ta Et phrase, Rafi, excuse-moi parce que ça a coupé. bien sûr, si jamais vous vous levez le matin avec la sincère volonté de dire avant de m'endormir, quel être humain je peux aider aujourd'hui? Bah, bah, si vous l'aidez bien avant de vous endormir, bah, vous dormez bien et vous vous réveillez bien. Et moi, j'ai pris cette philosophie vraiment au premier degré, à l'époque, hein, donc c'était il y a plus de 20 ans. Et j'ai vraiment sincèrement décidé de l'appliquer pour moi. Et donc, j'ai la chance de faire un métier qui m'a donné l'opportunité de le faire. Tous les jours, je recevais du monde qui me disait: «J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai telle problématique» et j'essaie d'aider un être humain minimum par jour. Oh, une vie à la fois. Et tu... Voilà et le pire, c'est que ça marchait et les gens te disent merci. Ils disent: «Ah, vous m'avez vraiment résolu, vous m'avez vraiment enlevé une épine du pied». Donc tous les jours, tu te couches bien, tu Voilà. t'endors bien. Donc, c'est ça, un héros du quotidien pour toi. De toute façon, tu as répondu à la deuxième question, justement, des personnes qui t'ont inspiré. Donc, tu m'as parlé de Sœur Emmanuel. Est-ce que tu as une autre personne dans ta vie qui t'inspire tous les jours, quand tu te lèves le matin, tu te dis, ah, quand tu doutes, quand des fois tu as peur, des fois tu as envie d'abandonner, et tu te dis, ah là là, j'ai cette phrase-là qui me conduit toujours vers mon chemin pour m'aider. En plus de Sœur Emmanuel. Ça peut être Il Sœur y en a Emmanuel, hein. beaucoup. Non, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Hem, un il seul y a il y a vraiment. mmh, alors Waouh! évidemment, je pense à mes 3 mentors, hein. Je pense à mes 3 mentors, je pense beaucoup à Jeremy, Nick et Olivier au moment où j'en parle. Beaucoup de leurs phrases résonnent. Voilà, c'est des personnalités intimes qui étaient mes managers. Et sinon, une phrase forcément de mon père qui que j'ai gardée depuis, 2008, je crois, dans ma tête. Hem, alors il faut voir le contexte. Donc 2008, c'était quelques mois avant malheureusement que mon père nous quitte, suite à la maladie il me disait sur le lit de l'hôpital quand j'allais le voir après le boulot, pour papoter avec lui, heu, entre 21h et 22-23h, il me disait: «Les gens, ils comprennent pas et que, ouais, il y a des problèmes, oui, la maladie, elle arrive, oui, il y aura toujours des problèmes, oui, on va mourir, oui, c'est normal. Faut accepter que la vie, c'est un tout. Tu peux pas avoir que le positif si tu es pas prêt à accepter le négatif. Donc moi, je sais que je suis foutu et ça me va». Et et il me disait: «Ta mère, elle accepte pas ça et toute la journée, elle va pleurer, elle va essayer de trouver des solutions contre». Mais contre, ça sert à rien de lutter contre. Il faut accepter les choses négatives quand elles viennent parce qu'il y a une raison et c'est parce que tu as eu du positif, il faut accepter le négatif qui va avec. Et ça, c'était vers, ouais, décembre 2007, janvier 2008. Discussion à l'hôpital, et ça, je l'ai jamais oublié. Ouais, donc c'est vraiment cette phrase, la vie est un tout, penser aux deux polarités pour Mmh. accepter ce qui arrive en fin de compte. Wow, Tout est, top. Quand merci. ça t'arrive, c'est que c'est voilà, je pense que le truc le plus inspirant que je répète à moi-même, je répète à mes Mmh, filles, je répète à ma femme, je répète aux gens que j'accompagne, je leur ai dit: «Écoute, tout a un sens. Essayons de déchiffrer le sens de ce qui nous arrive dans la figure, c'est tout». c'est Et on magnifique. En tout cas, de ce partage intime. Oh, je vais toujours parler de héros, mais cette fois-ci, comme on est des créatifs ici, tu vois, on va s'imaginer vraiment quel héros, toi, imaginaire, tu t'aimerais incarner. Ça peut être des comics, un dessin animé, un film, tu vois, un héros que tu dis, waouh, j'aimerais trop être ce héros-là. alors je sais pas si ça va être pertinent, mais, On s'en fout. hem, C'est celui qui vient, qui te correspond, en fait, hein. voilà, naturellement, mes héros à moi, que je considère sincèrement vraiment comme des héros, c'est plutôt j'étais fan de séries comme, Prince de Bel-Air, pendant des années avec, Carlton Banks, qui était vraiment le personnage dans lequel je me reconnaissais, ou Sauvé par le Gong avec Screech, ou Jerry dans Parker Lewis, ou, j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir avec les bretelles et les grosses lunettes. Moi, je me suis toujours reconnu dans ces personnages-là. Will Smith, tu parles de Will Smith, là, de Prince Bel-Air? Oui, il y a la série avec Will Smith, mais pour moi, c'était pas Will Smith. Le personnage dans lequel moi je me reconnaissais, c'était Carlton Banks, le fameux cousin, qui était un garçon un peu maladroit, qui faisait D'accord. beaucoup rire, qui dansait, qui chantait super bien et qui dansait super bien. Ok. Et tout le monde le prenait toujours de haut comme si c'était un gros débile. Screech, c'était pareil, c'était une sorte d'intello ultra brillant, mais il passait toujours pour le débilos. Jerry passait pour le débilos dans Parker Lewis, mais c'était lui le petit génie. Et
c'est plutôt ces personnages-là dans lesquels moi je me suis reconnu depuis que j'avais 11, 12, 13 ans, parce que j'étais une sorte d'intello, premier de la classe quand j'étais en primaire, collège. Et j'avais l'impression que les gens me méprisaient un peu parce que j'avais l'air gentillet, un peu débilos. Et, mais que dès que les gens me connaissaient réellement, ils me disaient: «Oh, t'es pas trop con, toi», ils me disaient. Ouais. Et donc, j'ai toujours aimé les héros qui étaient profondément gentils parce que c'était des vrais gentils qui, sincèrement, n'essayaient jamais de prendre les gens de haut, n'essayaient jamais de montrer leur science ou leur savoir ou leur connaissance et jamais, ils Ah, ne frimaient jamais et tout le temps en train d'aider les autres, que ce soit Jerry, euh, Screech ou Carlton Banks. ouais, Et les gens les méprisaient, mais à la fin du combat, à la fin du match, à la fin du chrono, finalement, on s'apercevait que c'était grâce à eux que beaucoup de gens réussissaient. Et moi, j'ai toujours aimé avoir ce rôle de faire réussir les autres et jamais me la péter ou en tout cas jamais montrer que je sais. J'aime bien montrer que je suis débile. J'aime bien montrer que je suis con. Tant que les autres pensent que je suis con, ça me va bien. c'est excellent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on revient sur la notion de gentillesse, tu vois. Pas comme une faiblesse, mais vraiment appropriée à une force et justement pas un caractère naïf Mm, ou quelque chose de comme un boulet, quoi, si tu veux. mm, La fameuse phrase «Oh ouais, mais lui, il est gentil». C'est-à-dire, mm. aujourd'hui, ouais, donc tu incarnes vraiment cette personne gentille, profondément humaine, un génie, hein, comme Screech. Hein. Ouais, c'est ce que je veux qu'on dise Un demain. génie de Quand je l'avant, quand mourrai, même. Hein. Franchement, hein, ouais, faut ouais, quand ouais, même le exactement. dire. Je sais que tu es très modeste, je le dis à ta place, si tu veux. Sincèrement, pour pas faire le faux modeste, je sais vraiment à quel point j'ai travaillé mon art de la vente, Ouais, mon art de la communication, mon art des relations humaines. Je l'ai peaufiné, affiné année après année. Donc non, mais maintenant, j'en suis vraiment conscient et je l'assume. c'est super. Voilà. En tous les Et cas, si vous avez besoin d'apprendre euh, à faire acheter, alors non, je sais pas comment on dit, parce que si vous plus vendre, non. non, Bah, à s'épanouir dans le aider métier de la vente. profondément les autres, à pouvoir aider les autres, ben écoute, en tous les cas, tu es une personne extraordinaire à les voir. Moi, je me suis fait accompagner par toi, enfin, je le suis encore. Et franchement, j'adore. Il y a beaucoup de résultats, d'impact très rapide. En fait, c'est tellement beau en fait à vivre. Puis tu es tellement agréable qu'on se dit, bon, on va jamais finir les coachings. Hein. On va s'abonner. Alors, ça, j'insiste bien. Je dis toujours à tous mes clients, si jamais au bout de 3 6 mois, je suis encore là et que vous me payez encore, c'est que je suis un charlatan. Non, mais je rigole. Ça veut dire que votre chiffre d'affaires, il a toujours pas décollé. Donc, Bon, on ira se voir pour boire un coup. faites-vous rembourser tout de suite. Faites-vous rembourser tout de suite. Moi-même, je le dis. Non, C'est non, qu'il y a un problème. non, c'était juste pour dire que tu es une personne super agréable. Et donc, par rapport à tes accompagnements, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu as des nouveautés là qui sortent, que tu as envie de nous partager? En tous les cas, sachez que, comme toujours, les liens sont en bas pour aller cliquer et voir Rafi. C'est gentil, merci beaucoup. Bon, voilà, moi, il y a quelques années, j'ai créé NMF Consulting pour accompagner. Voilà, j'ai la chance, énorme chance, d'avoir réalisé un rêve de gosse qui était de faire un métier qui me fait voyager. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner en Europe, mais aussi en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. J'ai la chance d'accompagner voilà, tout ce qui est entrepreneur, direction commerciale, management commercial et force de vente euh, sur des grands groupes, des multinationales, sur des PME, sur des TPE et, euh, et dans différents secteurs, hein, que ce soit dans les startups, fintech, foodtech, que ce soit dans les services, que ce soit dans les télécoms, dans la grande distribution. Donc, j'apprends énormément de tout ce que je fais et je voyage tout le temps, en France ou à l'étranger. Donc, ça, voilà, je me suis créé le job de ma vie, hein, on va dire. Waouh, je pense que tu vas en faire rêver plus d'un là. Ouais, c'est génial parce que je rêvais d'être un artiste ou un manager, un tourneur qui faisait des tournées pour faire des concerts, mais finalement, quelque part, j'étais pas autant talentueux peut-être en musique. Donc, avec mon talent à moi, j'ai réussi à faire des tournées où je fais des dates, pas de concerts, mais des dates de séminaires où je fais des séminaires de un jour, 2 jours et des programmes d'entraînement d'une semaine. Et, et les gens, je fais une performance qui fait que je produis une émotion. Et les gens, ben, ils sont heureux d'avoir ressenti cette émotion. Et après, ça leur permet à eux de changer leur vie. Et c'est un peu comme ça que moi, je conçois mon métier. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, cette année 2020, c'est une année de transition, de transformation, puisque pour la première fois, on va vraiment aller plus loin sur la communication digitale et on va lancer vraiment ce qu'on appelle des bootcamps, des sales bootcamps de 3 mois, des sales bootcamps de 6 mois. C'est des choses qu'on a décidé de faire parce que c'est ce qui a donné le plus de résultats depuis ces dernières années. On est arrivé au bilan en 2019 que quand on entraîne les gens une journée, 2 journées, ça ne délivre pas vraiment de résultats.
en chiffre d'affaires. Ça délivre du résultat sur leur satisfaction personnelle. Les gens ils me disent c'est génial la formation, mais quand je reviens mesurer l'augmentation du chiffre d'affaires, il n'y a pas forcément un impact direct. Et quand j'ai fait le bilan de toutes les personnes qui avaient explosé leur chiffre d'affaires, c'était toutes des personnes que j'avais accompagnées pendant 3 mois ou plus, entre 3 et 6 mois. Donc, je me suis dit, Rafi, arrête tes bêtises, arrête de proposer des choses comme un entraînement ponctuel là, un entraînement ponctuel là. Propose que des choses qui marchent et qui délivrent vraiment un résultat qui est limite garanti pour les gens. Voilà, je vous propose des accompagnements où pendant 3 mois, je vous torture jusqu'à un résultat, ou je vous torture pendant 6 mois et à la fin, vous avez un résultat. Et aujourd'hui, donc, on arrête toutes les autres offres et on se concentre en 2020 sur Sales Bootcamp 3 mois, Sales Bootcamp 6 mois, individuel ou collectif pour des équipes. Et j'espère qu'il y aura un maximum de résultats cette année pour tout le monde. C'est certain, c'est certain. Du coup, écoute, je te remercie beaucoup, franchement. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, par exemple, vous avez donc aujourd'hui, on a eu l'honneur de recevoir Rafi, l'homme au sourire, l'artiste génie de la vente, vraiment avec un grand cœur. Et donc, vous avez en bas les liens pour aller cliquer, le voir et même aller beaucoup plus loin si vous voulez aller être curieux, si vous voulez justement exposer vos chiffres d'affaires, apprendre à vendre avec amour. Allez voir cet homme, il est extraordinaire. Donc, Rafi, pour finir, une petite phrase de fin pour nos auditeurs. Voilà, juste une phrase. Pour inspirer les gens au quotidien. Connectons-nous. C'est peut-être spontané, c'est peut-être banal ce que je vais dire, mais c'est soyons nous-mêmes. Ouais. Et pour sincèrement être soi-même, connectons-nous réellement à qui nous sommes profondément, le gamin, le gosse que nous étions quand on avait 5-8 ans. Et connectons-nous au gosse qui est en face de nous, même s'il a des cheveux blancs et qui paraît être adulte. Voilà, reconnectons-nous à l'enfant à l'intérieur et à l'enfant qui est à l'extérieur. Okay. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, on n'y manquera pas. En tout cas, quand on fera l'enfant, on repensera bien à toi, en tout cas. Je te remercie, l'artiste. Et je vous dis à toi, la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao, ciao. Et bonne soirée à tous. Ciao, ciao.